Bonjour et bienvenue sur Algomus. Dans une précédente vidéo, nous avons vu la gestion des fichiers texte en C++. Cette vidéo maintenant va présenter la gestion des fichiers binaires en C++. Alors quelle est la différence entre les fichiers texte et les fichiers binaires? Si je m'attache à l'aspect, eh bien un fichier texte peut être lu par un utilisateur. Il est rédigé en fait en caractères compréhensibles et dans le jeu de caractères de l'utilisateur. Par exemple, un fichier de texte français correspond des caractères français, donc accentués avec cédille et ainsi de suite. Donc il y a une connotation, il y a un jeu de caractères utilisé par l'utilisateur lui-même. Dans un fichier binaire, en fait, on ne retrouve pas cette notion-là, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en tant qu'être humain, lire le contenu d'un fichier binaire. Un fichier binaire contient une succession de 0 et de 1, et le langage est clairement destiné à la machine. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre un fichier binaire? Eh bien on peut simplement imaginer que les variables sont stockées en fait dans la mémoire. On avait déjà discuté de ça quand on a parlé des types de variables. Les entiers étaient convertis en binaire, les caractères étaient convertis également en binaire en passant par une table de conversion, comme la table ASCII par exemple, et les nombres à virgule étaient aussi convertis en nombres à binaire en gardant en fait une place pour les nombres après la virgule. Et tout ça en fait permettait en fait de gérer dans la mémoire uniquement des 0 et des 1. Ok, eh bien on peut voir un fichier binaire comme étant la copie conforme en fait d'une zone mémoire. Vous délimitez une entrée dans la mémoire, vous délimitez une fin dans la mémoire, et vous récupérez tout ce qui est entre le début et la fin, et vous le stockez dans un fichier. L'avantage d'échanger des données en binaire, c'est qu'effectivement, elles ne tiennent pas compte du jeu de caractères dans lequel le fichier a été écrit. Comme elles ne contiennent que des 0 ou des 1, elle ne contient aucun caractère spécifique à une langue ou à une autre. Donc elles sont complètement indépendantes des jeux de caractères et ne contiennent que des données directement dans le même format qu'elles sont stockées dans la mémoire. Voilà. Donc on peut naturellement créer un fichier binaire, récupérer une zone de mémoire, on peut reprendre le contenu d'un fichier binaire et le remettre directement dans la mémoire. Ça, c'est des choses en fait qu'on peut faire très facilement et on va utiliser des fonctionnalités que l'on avait déjà vues dans l'exploitation des fichiers texte. Allez, on s'y met et on regarde comment marchent les fichiers binaires. Voyons donc ce que nous pouvons faire avec les fichiers binaires. Donc le fichier binaire reprend fidèlement le contenu de la mémoire. C'est la première chose que l'on va devoir comprendre. C'est-à-dire que si jamais j'ai une représentation mémoire ici, et par exemple j'ai, je sais pas, un tableau, un objet ou n'importe quoi qui a été réservé sur une zone mémoire, par exemple la partie jaune. Et bien tout simplement, lorsque j'écris dans un fichier binaire, je vais simplement récupérer cette donnée-là. Je vais récupérer exactement ce qu'il y a en mémoire, donc la suite de 0 et de 1 qui a été sauvegardée en mémoire, et je vais la stocker dans le fichier. Lire un fichier remet en fait tout simplement les données exactement dans la mémoire. Ça veut dire qu'on avait déjà discuté de cette notion de type. On avait vu que les nombres décimaux, par exemple, étaient convertis en binaire, étaient stockés dans la mémoire, les caractères étaient convertis par rapport à la table ASCII, stockés en mémoire, et on avait une conversion aussi sur les nombres décimaux ou les booléens. Donc en fait, ici, on va se retrouver dans la mémoire avec une succession de 0 et de 1, donc une espèce de longue chaîne, et cette chaîne, en fait, on va la récupérer et immédiatement la stocker dans un fichier. Donc ce fichier, en fait, il ne sera pas lisible par nous, pour les êtres humains, puisqu'il ne contiendra pas du texte. Il va simplement constituer, en fait, quelque chose, un message, en fait, en langage machine. Et l'idée, tout simplement, c'est de dire, voilà, je vais récupérer ce bout de mémoire, hop, je vais le mettre dans un fichier, et en relisant ce fichier, hop, je vais remettre ce bout de mémoire à sa place. Et donc, du coup, je n'aurai pas d'altération, je n'aurai pas de problème de conversion. Imaginons, par exemple, qu'en France, j'écrive un fichier texte, je vais donc me retrouver avec des caractères accentués, je vais me retrouver avec des cédilles, et ainsi de suite. Imaginons qu'un Américain ouvre pour un Américain, un Russe, ou n'importe quel peuple qui a en fait des caractères différents, eh bien en fait il lirait quelque chose de complètement différent, puisque les caractères seront en fait altérés, puisque le caractère n'a pas été écrit dans le même jeu de caractères qu'il a été lu. Bon. Là par contre on a vraiment stocké la mémoire, c'est-à-dire qu'on a stocké une liste de 0 et de 1. Donc en fait on n'aura pas ce problème de table ASCII, de passage par des caractères ou ce genre de choses. On va simplement prendre l'information brute telle qu'elle est en mémoire et je vais la remettre brute dans la mémoire. À aucun moment il n'y aura donc une conversion. C'est donc un moyen très simple d'échanger en fait des données et d'être sûr en fait qu'elles ne seront pas altérées. Alors,
comment est-ce que je fais pour écrire en fait un fichier binaire? On avait déjà vu, quand on a manipulé les fichiers texte, que ouvrir un fichier en écriture ou en lecture, ça se faisait avec un fstream. Et quand on créait notre fichier avec un fstream, on pouvait donner en fait une liste de paramètres à l'ouverture du fichier. Est-ce que le fichier est en entrée? Est-ce qu'il est en sortie? Est-ce qu'il est en append? Est-ce qu'il est en at the end? Et ainsi de suite. Est-ce qu'il est en trunk? Eh bien tout simplement, la fonction fstream permet en fait d'utiliser un autre paramètre qui est iOS binary. À partir du moment où on spécifie le paramètre binary, en fait on sait qu'on va travailler avec un fichier binaire. Et donc c'est la seule chose qui est à modifier pour pouvoir écrire dans un fichier binaire. Ce que je vous propose, c'est un petit exercice complet où on va écrire en fait une classe. Comme on est en C++, on va en profiter, on va faire une petite classe. On va faire une classe qui contient en fait une personne. Et cette personne, en fait, on va l'identifier avec un nom, un prénom, un âge, donc on aura 3 attributs de classe. Et ensuite, on va essayer de stocker les informations de cette personne dans un fichier, et on va essayer de relire ensuite le fichier et récupérer les informations de cette personne. On va donc simplement stocker les informations de cette personne sous forme binaire. Le C++ est un langage qui est vraiment intéressant pour ça, puisqu'il va nous montrer exactement à quel moment on sollicite la mémoire, à quel moment on écrit dedans, et à quel moment on lit dans la mémoire. Donc ça va être très intéressant, on va le faire pas à pas. Alors, je vais commencer par prendre mon Notepad, mon Visual Studio Code, et je vais commencer par écrire une classe personne. Alors, qu'est-ce qu'il va me falloir comme include? Je vais faire un IOStream pour pouvoir au moins écrire sur la sortie standard. Il va me falloir, je veux utiliser un fichier, donc il va me falloir forcément fstream. Ok, et je vais probablement aussi vouloir gérer des chaînes de caractères, donc il va me falloir aussi la classe string qui va me permettre de déclarer les objets de type string. Je vais naturellement utiliser le namespace std qui va me permettre justement de ne pas préfixer d'std tous les éléments de la librairie standard. Je vais créer mon main, tout simplement vide pour l'instant, et la première chose que je vais faire, c'est que je vais déclarer ma classe personne. Voilà, je vais déjà commencer par ça. Et j'avais dit qu'une personne, je l'identifiais avec 3 propriétés. Un nom, non, pas ça. Un nom, un prénom et un âge. Tout simplement pour avoir 2 strings et un entier. Ok. Alors, je vais être sur une classe assez sommaire. Je vais juste créer, en fait, un constructeur qui va me permettre de déclarer une personne et de pouvoir y stocker les données. Donc cette fois-ci, je suis obligé de le faire en public pour que je puisse l'accéder en dehors de la classe. Donc le constructeur a le même nom que la classe et va simplement prendre 3 paramètres, un string n, un string p et un int a. Et ces 3 paramètres correspondent naturellement au nom attribut de la classe. Donc nom va prendre la valeur de n, prénom va prendre la valeur de p, et l'âge va prendre la valeur de A. Ça va me permettre de construire une personne et de pouvoir lui donner des attributs. Ok, ça marche. Pour vérifier que les informations de la personne sont bien présentes, on va juste créer une fonction d'affichage. Donc cette fonction d'affichage ne retourne rien, donc void. Et je vais créer une fonction d'affichage, voilà, qui va simplement reprendre. Elle va m'afficher le nom, puis je vais créer un espèce de petit séparateur, et puis elle va m'afficher le prénom, et puis encore un séparateur, non. Et encore un séparateur, et enfin... je me suis mis en majuscule. Ok, et dernier caractère, elle va afficher l'âge, et elle va retourner à la ligne. Ok. Fonction d'affichage assez classique, c'est simplement un cout qui va prendre en fait tous les attributs de la classe, et qui va me les afficher. Ok. Dans un premier temps, je vais juste vérifier que tout fonctionne correctement. Pour tester ça, je vais donc créer une personne P. Je sais que le constructeur nécessite 3 paramètres. Un nom, un prénom et un âge. Voilà, donc je respecte bien les types. J'ai chaîne de caractères, int, c'est exactement la signature du constructeur. Okay. Et pour voir si tout se passe bien, je vais simplement faire un p.affichage.
Ça me permettra de voir si tout fonctionne bien dans ma classe, si les deux fonctions que j'ai mis en place fonctionnent. Je vais faire un g++ de personne.cpp pour compiler ma personne. Et je vais lancer personne. Et je m'aperçois effectivement que l'affichage me donne bien John Doe, 45 ans. Ok, donc, ici, j'ai en fait une classe qui est en place. Ok, ça marche. Maintenant, l'idée, c'est de dire, je vais prendre la personne que j'ai créée, à savoir John Doe, et je vais essayer d'en mettre toutes les informations dans un fichier binaire. Et dans un deuxième temps, je vais relire le fichier binaire et je vais récupérer toutes les informations données et les remettre exactement dans leur emplacement mémoire. Ok. Alors, comment je vais faire ça? Alors, la première chose que je dois faire, c'est que, tel que j'ai déclaré ma personne ici, je ne pourrais pas le faire comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais avoir besoin d'une fonction write. Alors cette fonction write, on va l'écrire, et on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi je vais arriver à mes limites. D'abord, je vais créer mon fichier de sortie. Donc mon fichier de sortie, je l'appelle fstream, je l'appelle comme je veux, hein, dans la variable, et je vais créer en fait un fichier qui s'appelle data.txt. Ok. Data.txt, c'est un fichier dans lequel je veux écrire. Donc, c'est un IEOS out. C'est un fichier en sortie, fichier dans lequel je veux écrire. Mais pas seulement. Non seulement c'est un fichier out, mais c'est aussi un fichier binary. C'est-à-dire qui contient en fait des nombres, qui contient du binaire, c'est-à-dire du langage machine, hein, des 0 et des 1. Ok, donc j'ai déclaré mon fichier de sortie. Ça marche. Mon fichier, je vais utiliser la commande write, la fonction write, pour écrire dedans. Alors si je veux savoir comment fonctionne write, je vais essayer de chercher un petit peu sur le site de C++ comment je peux utiliser ma fonction write. Alors C++ write, ok, je le trouve là. Et donc C++ write, comment ça fonctionne? Je vais le prendre en C++ 11. Le premier paramètre est un char étoile, hein, puisque c'est une fonction qui vient du C, donc je n'utilise pas de string, j'utilise un char étoile. Et le deuxième, en fait, est un stream size, c'est-à-dire en fait la taille de l'information. Et si je regarde un petit peu, on me dit, voilà, c'est le pointer to an array of the list n characters, et là, ça me donne le deuxième paramètre, c'est le nombre de caractères à insérer. Ok, ça marche. Alors comment je vais trouver ces informations-là? Donc qu'est-ce que j'essaie d'écrire dans mon fichier? Je vais essayer d'écrire ma personne, donc c'est P. Ok, sauf que P ici, P en fait est une personne. Donc P n'est pas un pointeur. Si je mets P, je ne peux pas utiliser la fonction write. Il faut que P en fait pointe sur la zone mémoire. Donc c'est-à-dire il faudrait que j'ai une zone mémoire qui contient les informations de la personne, ici en jaune, et que je trouve un pointeur sur cette personne, sur cette zone mémoire. Alors comment je déclare un pointeur sur une zone mémoire? Tout simplement, je vais appeler le constructeur d'une façon un petit peu différente. À la place d'avoir une personne P, moi j'aimerais un pointeur sur personne. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir une personne dans P, je veux avoir l'adresse mémoire où se situe P. Ce qui est un petit peu différent. Si jamais vous avez un doute là-dessus, j'avais fait une vidéo sur les pointeurs, n'hésitez pas à aller la revoir. Donc là, vous voyez que ça colle plus, puisque si j'ai un pointeur, je ne peux pas utiliser le constructeur tel quel. Pour récupérer un pointeur, je dois passer par quelque chose qui... faire un new person. New person, en fait, va me créer une personne, c'est-à-dire que cela va réserver un emplacement mémoire. Ici, ça va réserver la partie jaune. Ça va stocker les informations de la personne, et new person, en fait, va me donner l'adresse de la première case où sont les informations de personne. Ok? Donc là, j'ai toutes les informations de personne. Ça, c'est là où démarrent les informations de la personne, et donc je vais retrouver l'adresse de cette première case mémoire, et je vais la renvoyer grâce à new. Ok. Donc new renvoie un pointeur, et donc cette fois-ci, c'est bien le pointeur que je peux récupérer. Donc en dessous, mon P affichage ne marche plus. Pourquoi? Parce que P maintenant n'est plus une personne, P est un pointeur vers une personne. Donc si je veux récupérer l'affichage, eh bien je dois soit récupérer la valeur pointée par cette personne, donc je peux faire écrire quelque chose comme ça, et là ça marche,
Ou alors, plus communément, je peux utiliser l'opérateur de pointage et de dire, en fait, cet opérateur veut dire, c'est la zone mémoire qui est pointée par P que tu dois m'afficher. Ok, ça marche. Mais si je fais juste un affichage sur P, je ne travaille plus sur une personne, mais je travaille sur un pointeur vers personne. Ok, donc ça remarche. Alors pour l'instant, P pose toujours problème, ici. Alors pourquoi ça pose problème? Alors on va revenir tout simplement à notre fonction write. Alors notre fonction write, ça pose toujours problème parce que write s'appuie sur un char étoile S. Et moi, j'ai pas un char étoile, j'ai pas un pointeur vers caractère, j'ai un pointeur vers personne. Sauf que dans ce cas bien précis, en fait, ce que je manipule, c'est des adresses mémoire. C'est-à-dire que je dis, je connais en fait l'adresse. Ici, par exemple, on peut dire, c'est par exemple, ça c'est l'adresse 245, ça c'est l'adresse 246, et ainsi de suite. Les adresses se suivent. Si je pointe, par exemple, sur un caractère, ici, je vais mettre en bleu, j'ai stocké ici un caractère, et j'ai aussi l'adresse du caractère. À partir du moment où je ne suis plus sur les objets eux-mêmes, c'est-à-dire qu'un caractère n'est pas la même chose qu'une personne, ok, mais l'adresse, c'est-à-dire l'adresse d'une case mémoire où commence la personne et l'adresse d'une case mémoire où commence un caractère, en fait, pour les deux cas, c'est une adresse. Donc j'ai le droit de dire dans write que, ok, on est d'accord que j'ai pas une adresse sur un caractère, j'ai une adresse sur une personne, mais une adresse, ça reste une adresse. Donc je vais dire, mon adresse sur personne que j'ai ici dans P, tu peux la considérer en fait comme si c'était une adresse sur un caractère. Ce qui nous intéresse, c'est de toute façon uniquement de récupérer l'adresse. Voilà. Donc ça, c'est de la possibilité en C++, c'est du transtypage, c'est-à-dire que j'ai juste transformé mon personne étoile en char étoile. Je suis passé d'un pointeur sur personne à un pointeur sur caractère, mais j'ai le droit de le faire en fait puisque les deux contiennent des adresses. Ok. Donc il me manque le deuxième paramètre de la fonction write, et on va regarder en quoi il consiste. Alors en quoi il consiste? C'est un stream size n. Et n devrait normalement me donner le number of characters to insert, c'est-à-dire le nombre de caractères que je dois insérer. Autrement dit, puisque les caractères, je vous le rappelle, les caractères prennent une seule place mémoire, donc une seule case, eh bien en fait, c'est le nombre de cases qui est occupé en fait par une personne. Et comment je récupère le nombre de cases qui est occupé par une personne? Eh bien, c'est quelque chose que je peux récupérer facilement avec une fonction qui m'est donnée en C qui s'appelle sizeOf. Et en fait, sizeOf person va me donner en fait la place qui est occupée par une personne. Alors, si je veux voir à peu près à quoi ça correspond, je vais simplement l'afficher ici. C'est out sizeOf person. Ok, ça je vais le mettre en commentaire pour l'instant, je le décommenterai de nouveau après. Je vais compiler ma personne et je vais lancer personne. Voilà. Et vous voyez en fait que là j'ai un 72. Ça veut donc tout simplement dire que ma personne est stockée sur 72 octets. Alors qu'est-ce que je stocke dans ma personne? Eh bien je ne stocke naturellement pas les fonctions. Ce que je vais stocker, c'est tout simplement 2 strings et je vais stocker aussi un âge. Ça veut dire que normalement, si je prends ici, alors je vais le mettre en dessous, si je prends la taille d'un string et la taille d'un int, normalement je devrais arriver à recomposer ces 72. Je vais récupérer le size of string, je vais récupérer un size of int avec un t, voilà, je vais recompiler tout ça, j'arrive sur la personne, et ça me dit en fait qu'un string est sur 32, donc ça me stocke 32 étagères. Dans ma personne, j'ai 2 strings, donc j'ai 2 fois 32 qui font 64. Et j'ai 4 pour l'int, qui normalement me ferait 68. Ok, j'arrive pas au 72. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'ai expliqué déjà quand on a parlé des objets et les stockages d'objets dans les tableaux. Tout simplement parce que il y a toujours un filler qui me permet en fait d'avoir toujours un multiple de 4 ou de 8
qui me permet justement de stocker les différentes données. Vous voyez que 68 n'était pas multiple de 8, alors que 72 l'est. 72 c'est 9 fois 8. Donc tout simplement, quand je fais un objet et que je groupe les données, eh bien j'ai encore un filler, j'ai encore un blanc pour arriver jusqu'à un multiple de 8. Et donc, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça me fait des cases entières quand je stocke les objets dans un tableau, par exemple. Ok. Donc vous voyez que ça récupère les données, ça récupère 2 strings, ça récupère un int, il y a encore un filler de 4 pour arriver jusqu'à un multiple de 8, et c'est comme ça que j'obtiens en fait mes 72. Ok, ça marche. Bon, j'en reviens du coup à mon tableau, donc je vais enlever ces affichages-là, celui-là je peux le laisser. Donc j'ai créé mon tableau de sortie, c'est un out binary, et dedans j'écris quoi? J'écris P, c'est-à-dire la zone mémoire qui commence par P. Ok, donc je commence à partir d'ici, et je l'écris, la longueur en fait de la zone que j'écris, elle a la même taille qu'une personne, donc elle va en fait recopier les 72 cases consécutives. Elle va simplement prendre les 72 cases en mémoire à partir de P, et elle va les intégrer dans un fichier. Ok, ça marche. Autre chose, oui, j'ai pas fermé mon fichier, donc il ne faut pas que j'oublie que mon fichier, je fasse un close dessus, pour dire en fait tout simplement que je n'en m'en sers plus. Voilà. Alors je vais simplement lancer ma personne, voilà, et donc je m'aperçois que sur la partie gauche, il y a le fichier data.txt dont j'ai parlé ici, qui vient d'être créé. Alors data.txt, quand je clique dessus dans Visual Studio Code m'informe que le fichier visiblement ne peut pas être affiché dans un éditeur de texte, parce que visiblement soit il est binaire, soit il a été encodé dans un jeu de caractères que l'éditeur ne connaît pas. Mais dans tous les cas, il vous informe en fait que c'est pas un fichier qui est lisible. Alors je peux faire un open anyway, et en fait il me propose, voilà, du coup tu veux l'ouvrir comment? Alors je vais simplement me mettre en text editor, et on va s'apercevoir que le texte comporte énormément de caractères que je ne peux pas lire. Alors je m'aperçois que je récupère quand même John et Do quelque part dedans, mais c'est encadré d'énormément de caractères en fait que je n'arrive pas à lire, que je n'arrive pas à interpréter. Donc en fait c'est pas un fichier pour moi, c'est pas un fichier pour les êtres humains, c'est un fichier qui comporte en fait du langage machine, donc une succession de 0 et de 1, que j'ai pris dans la mémoire et que j'ai carrément mis dans un fichier. Bon, alors si moi je peux pas le lire, j'espère en tout cas que un programme informatique pourra de nouveau le lire à son tour. Je vais donc retourner dans mon programme de personne, et je vais en fait créer je vais donc lire ce fichier. Donc je vais de nouveau créer un fstream, je vais l'appeler fiche in cette fois-ci. Alors qu'est-ce qu'il a comme paramètre? Je vais récupérer le fichier data.txt puisque c'est lui qui contient les données. Cette fois-ci je vais le considérer en in puisque je veux lire dans ce fichier. Et de l'autre côté, il faut aussi que je dise que c'est toujours un fichier binaire. Donc que je veux récupérer des informations binaires à l'intérieur. Elles sont de type binaire, donc il ne faut pas qu'il me les reconvertisse avec un jeu de caractères. Ok. Et maintenant je vais faire quoi? Et bien maintenant, comme la fois d'avant j'avais fait un write, ici en fait je dois faire un read. Donc le fiche in, je vais faire un read dessus. Ok. Alors si on s'intéresse un petit peu au read, est-ce que je peux facilement passer du... alors, référence au stream. Je vais voir si je peux trouver le read de eStream. Voilà. Alors la fonction read que je veux utiliser, c'est de nouveau une fonction C, c'est-à-dire que le premier argument est de nouveau un pointeur, c'est-à-dire que on va pointer sur une adresse qui référence une zone mémoire, et je vais donc écrire en fait dans cette zone mémoire le contenu du fichier. Et le deuxième paramètre est de nouveau la taille en fait, quelle est la taille de la zone mémoire dans laquelle je vais écrire le contenu du fichier. Ok, ça marche. Donc il me faut un pointeur sur une zone mémoire, et il me faut naturellement la taille. Ok. Alors on va essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne. Puisqu'il me faut un pointeur, bon, c'est pas très compliqué.
un pointeur, je sais comment faire, je vais simplement créer un pointeur P1. Ok, donc ça c'est bon, j'ai créé mon pointeur P1. Alors c'est pas si bon que ça, parce que tout à l'heure, quand j'ai fait un new person, qu'est-ce qui s'est passé avec le new person? New person, en fait, a réservé la place en mémoire qui me permettait de stocker une personne, elle a mis les informations de John45 dedans, et elle m'a retourné le pointeur sur cette zone. Si je fais juste pointeur P1 vers personne, qu'est-ce que j'obtiens? Ici, j'obtiens tout simplement un P1, qui est effectivement un pointeur, mais pour l'instant, en fait, il pointe sur rien. On pourrait dire qu'il pointe sur nul, hein. C'est-à-dire qu'il ne pointe sur aucune zone mémoire. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je réserve une zone mémoire qui soit assez grande pour accueillir les informations d'une personne, et que je relie mon pointeur P1 dessus, sur la première case de cette zone mémoire que j'ai allouée. Alors comment je fais ça? En C, heureusement, j'ai la possibilité d'utiliser une fonction qui s'appelle malloc. Malloc, c'est la contraction de mémoire allocation. Donc je peux faire de l'allocation mémoire, et malloc, en fait, va prendre en paramètre la taille de la mémoire qu'il doit réserver. Alors, quelle est la taille de la mémoire qu'il doit réserver? Il doit pouvoir me stocker une personne. Donc, je vais allouer de la mémoire, assez de blocs mémoire qui va me permettre de stocker une personne. Alors, on l'a vu tout à l'heure, un size of person, c'est quoi? C'est tout simplement 72 octets consécutifs qui vont devoir être mis de côté. Donc, on va allouer 72 cases mémoire, 72 octets, et malloc va renvoyer un pointeur directement sur la première case qui a été allouée. Il suffit du coup que je le raccroche à P1 ensuite, pour que P1 pointe vers cette zone mémoire qui a été allouée. Bon. Alors malloc, il a l'air de râler un petit peu quand même, il est souligné de rouge, et il me dit en fait que malloc est une fonction, si je vais voir sa signature, est une fonction qui retourne du void étoile, donc un pointeur sur rien. Mais moi j'attends un person étoile. Donc en fait, il y a une différence entre les types que C me souligne. Mais là, je vais régler le problème exactement comme je l'ai réglé ici avec le char étoile. Que ce soit en fait un pointeur sur void ou un pointeur sur person, ça reste un pointeur. Donc ça reste une adresse mémoire. Donc je vais tout simplement dire à malloc, ok, toi tu es en train de me renvoyer un void étoile, pas de problème, mais est-ce que ça te dérangerait pas de me le renommer? De me dire par exemple que ça pointe pas sur void mais ça pointe sur personne. Ça changera rien puisque de toute façon ce que tu m'envoies c'est une adresse et moi ce que j'ai besoin c'est une adresse. Donc en fait on va juste dire que cette adresse elle correspond à une personne et elle correspond pas à un void. Voilà, donc j'ai utilisé de nouveau un cast, une opération de transtypage pour dire voilà, j'étais pas dans le bon type, essaye de me le changer de type. De toute façon, changer le type d'une adresse pour le type d'une autre adresse, finalement, ça se fait très très bien. Ok. Donc maintenant, j'ai un pointeur P1 qui pointe vers une zone vide, qui a juste été allouée, de la taille adéquate pour stocker une personne, et je vais donc pouvoir récupérer les informations de mon fichier en entrée. Donc dans read, je vais donner ce pointeur P1, et le deuxième argument de read, c'est quoi? C'est la taille de la zone qui est allouée. C'est la taille de la zone mémoire. Donc la taille de la zone mémoire que j'ai allouée, je l'ai allouée avec la taille de personne. Je vais faire pareil, hein. Je vais allouer exactement pareil avec la taille de personne. Ok, là on est bon, j'ai mes deux arguments, et ça râle encore sur P1. Pourquoi ça râle sur P1? Comme d'habitude, la fonction read, c'est une fonction C qui n'accepte que du char étoile. Moi je lui passe du person étoile, donc on va lui dire, écoute, de toute façon, c'est une adresse. Donc si c'est une adresse, que ce soit du person égale du person étoile ou du char étoile, finalement, ça revient au même. Et donc là, j'ai écrit ma fonction de read, je vais lui dire, dans la zone qui est pointée par P1, dans la zone mémoire qui est indiquée par P1, sur une taille qui est assez grande pour gérer une personne, tu vas me mettre ce que tu as lu dans le fichier fishin.read. Ok. Et j'oublie pas que le fishin, il faut que je ferme le fichier pour ne pas avoir de problème. Ok, ça marche. Comment je peux vérifier que tout s'est bien passé? Parce que là, j'ai pas d'affichage. Tout simplement, je vais afficher P1. Alors P1 est un pointeur, ça veut dire que il faut que j'utilise l'opérateur de pointage pour faire un affichage. Il faut que je prenne
la zone pointée par P1 et que je l'affiche. Voilà. On va recompiler. Personne. Et vous voyez qu'effectivement, là, j'ai le premier affichage qui est ici. Là, j'ai le deuxième affichage qui est ici. Et vous voyez que j'ai vraiment gardé les informations. Alors j'ai fait exprès, hein, j'ai pas le même pointeur. Ici j'ai P, ici j'ai P1. La seule chose qui va rattacher les deux bouts de mon programme, c'est le fichier data. Donc j'ai vraiment récupéré la zone mémoire, je l'ai mis dans data. J'ai relu le fichier et j'ai remis ce que j'ai lu du fichier dans la mémoire directement. Et vous voyez que j'ai exactement copié les informations de ma personne. Donc, ça marche. J'ai donc la possibilité de stocker directement de la mémoire dans un fichier. Moi, je ne pourrais pas lire, en tant qu'être humain, je ne pourrais pas lire le fichier qui a été généré. Par contre, je sais que je pourrais le réintégrer directement dans un programme et le remettre exactement à l'emplacement mémoire de la même façon qu'il a été écrit. Alors, si je veux écrire mon programme correctement, je me rends aussi compte que là, j'ai créé un pointeur. Là, j'ai créé un pointeur, donc si à la fin je ne me sers plus des pointeurs, je n'hésite pas aussi à dire, voilà, je vais libérer mes pointeurs. Et tout simplement, ça se fait comme ça, avec la fonction free. Free va tout simplement dire, la fonction free, elle va faire quoi? Elle va tout simplement dire, voilà, P1 pointe vers une zone mémoire de 72 cases, je vais libérer cette zone, c'est-à-dire qu'elle redevient disponible pour autre chose, et le P1, en fait, il va pointer simplement vers nul, pour dire, voilà, il ne pointe plus vers rien, mais au moins il n'occupe plus de place mémoire. Voilà, je crois qu'on a tout dit sur cet exemple-là, et donc vous avez un exemple concret qui permet justement de manipuler des fichiers binaires. Nous venons de créer un fichier binaire, nous venons de lire les informations d'un fichier binaire, et nous venons de les remettre en mémoire. Cela peut être un petit peu perturbant de créer un fichier dont le contenu ne peut pas être lisible, mais par contre, l'utilisation d'un fichier binaire nous garantit effectivement que nous avons la mémoire qui est vraiment reprise en fait sans être convertie. Vous prenez vraiment ce qu'il y a dans une zone mémoire, vous le mettez dans un fichier, vous reprenez ce qui est dans le fichier, vous le remettez dans la zone mémoire. À aucun moment il y a une conversion quelconque dans un jeu de caractères qui pourrait en fait faire modifier, si vous voulez, le contenu de notre fichier. C'est donc quelque chose de très intéressant pour s'envoyer des données. Vous êtes sûr qu'il n'y a aucune altération qui est faite, ni dans un sens ni dans l'autre, qui serait due à un jeu de caractères. Donc nous avons vu maintenant comment manipuler un fichier texte, nous avons vu comment manipuler un fichier binaire. Les derniers grands types de fichiers qui sont échangés, ce sont les fichiers structurés. Donc ce sont des fichiers qui contiennent à la fois les données et à la fois la structure qui nous permet de comprendre à quoi correspondent ces données. Ce sont par exemple des fichiers CSV, des fichiers JSON ou des fichiers XML. Je vous donne rendez-vous à très vite pour voir comment exploiter un fichier structuré, en l'occurrence CSV, toujours avec notre langage de programmation favori, le C++. À bientôt!